Alors de quoi s'agit-il? Ben, il s'agit d'un certain nombre d'outils qui répondent à des besoins fortement exprimés par les enseignants au début de la période dite de continuité pédagogique. Beaucoup d'enseignants se sont trouvés démunis puisqu'il fallait organiser des cours à distance et on n'avait que très peu d'outils et malheureusement les outils les plus répandus et les plus connus et plus utilisés des enseignants étaient des outils qui n'étaient même pas RGPD compatibles, ce qui ne respectait pas les principes de précaution des données des élèves. Alors c'est assez embêtant et on va voir que tous ces outils qu'on va vous présenter là aujourd'hui le sont totalement. Ils sont libres, gratuits pour le moment, mis à disposition par l'Éducation nationale, transitoires, puisque vous avez bien vu que les différents liens de ces applications comportent le mot bêta, ce qui veut effectivement dire que c'est transitoire pour cette année scolaire, mais l'Éducation nationale nous a promis qu'ils le seront développés de façon pérenne à partir de septembre prochain. Alors avec d'autres serveurs d'hébergement et donc et sûrement d'autres adresses et d'autres serveurs, et ce qui veut dire que les applications que vous allez, ou les fichiers que vous allez déposer en particulier sur des clouds, ne seront plus récupérables l'année prochaine. Voilà ce qui refroidit un peu certains utilisateurs. En tout cas, ce sont des outils qui favorisent le travail collaboratif, pour lesquels les utilisateurs restent propriétaires de tous les fichiers qui sont déposés, aussi bien dans le cloud. Alors il y a un collègue qui posait un coq dans son jardin et qui a laissé son micro ouvert. Merci, mais c'est ça, c'est du joie du direct. Et donc, voilà, le principe, en tout cas, de ces applications, c'est le principe collaboratif et outils libres, tout en respectant la protection des données des élèves. Voilà. Je vais passer la parole à Thomas Bassot, qui va vous présenter ce premier webinaire. Et comme je vous l'ai dit en début, on se retrouvera au bout de une trentaine de minutes où on essaiera de répondre à toutes les questions que vous aurez posées grâce au chat. Voilà, Thomas, à toi. Merci. Bien, bonjour à tous et à toutes. Donc moi, je vais vous présenter les apps qui sont mises à disposition, hein, dont Eric Sigvard nous a parlé. Alors voilà le plan qui s'affiche pour cette session de webinaire. Donc environ 30 minutes de présentation et 15 minutes de réponse aux questions sélectionnées dans le chat. Donc si vous arrivez à écrire dans le chat, vous pouvez poser vos questions, on en fera une synthèse et on répondra à la fin de la présentation. Alors une seule adresse pour toutes les applications qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est apps.education.fr. Vous vous y rendez et puis il suffit de renseigner son académie et on vous indique il suffit de cliquer et puis on se rend sur la boîte à applications. Alors à l'arrivée, pour une première fois, si vous n'avez jamais été sur apps.education.fr, il faudra créer un compte. Et en effet, les identifiants et mots de passe académiques ne sont pas reconnus d'emblée. Voilà. Donc c'est important de cliquer sur enregistrement pour créer un nouvel utilisateur en fait. C'est une remarque importante. Ensuite, vous créez un compte. Donc je répète, on suit l'adresse apps.education.fr, on crée un compte et il faudra renseigner avec l'adresse email académique, donc du type nom.prénom @ac-polynésie.pf. Vous choisirez un mot de passe sécurisé, suffisamment sécurisé, donc le site le dira, de votre choix. C'est-à-dire que ce n'est pas le mot de passe professionnel de votre boîte mail académique qu'il faudra utiliser, il faudra le créer de toutes pièces. Rien ne vous empêche d'utiliser celui que vous avez déjà pour votre boîte académique. Ensuite, vous recevrez dans votre boîte mail professionnelle, donc académique, un email pour cliquer sur un lien. Donc, vous aurez 60 minutes
pour cliquer sur ce lien, sinon il faudra reprendre la procédure en fait depuis le début. Une fois que vous avez fait cette démarche de cliquer dans le mail de confirmation, votre compte ne sera pas activé d'emblée. Un administrateur vous aura un message, va bientôt valider votre compte. Il faut savoir que ça se passe en métropole et que il faudra attendre peut-être 24 heures pour que votre compte soit validé. Il faudra revenir de vous-même, vous n'aurez pas de confirmation par mail. Il faudra vous de temps en temps revenir sur le lien apps.education.fr. Et si vous avez un souci et que vous n'avez pas votre compte n'est pas activé, eh bien vous avez une adresse email à laquelle vous pouvez envoyer votre problème. Ah, j'ai créé un compte, mais je n'ai toujours pas accès aux apps. Alors c'est à l'adresse qui s'affiche sur votre écran qu'il faudra envoyer un email apps@education.gouv.fr. Donc voilà, ceci étant créé, vous retournerez sur le portail apps.education.fr à l'aide de votre navigateur, Firefox ou Chrome ou autre, mais on a essayé avec ces deux-là et ça fonctionne bien. Donc c'est un navigateur pour utiliser 9 applications qui sont proposées. Ces applications dont on a dit qu'elles étaient gratuites, à disposition, nous on les trouve particulièrement utiles pour travailler à distance. Donc vous les voyez, 9 briques que je vais détailler. Le but dans cette petite vingtaine de minutes qui nous reste, ça va pas être de vous expliquer comment fonctionne Blog, comment fonctionne l'application Discourse, comment fonctionne l'application Etherpad ou Nextcloud. Non. Le but ici, pour ce webinaire, c'est de vous dresser un portrait des 9 briques d'applicatifs qui sont et de vous donner juste une petite présentation parce qu'on n'a pas le temps de rentrer dans le détail en fait. Le détail, vous pourrez y accéder plus tard en allant sur nos documents de prise en main sur le site de la TAN et nos vidéos de prise en main de ces outils. Donc là, vous sortirez de ce webinaire en ayant la connaissance de tout ce qui vous a été mis à disposition pour travailler avec le numérique à distance. Voilà. Alors vous arriverez sur une page d'accueil que vous pourrez personnaliser. Le but étant de soit laisser apparaître seulement 3 outils, 3 briques sur 9 ou de mettre toutes les 9. Bon, ce qui est intéressant, c'est que vous pourrez utiliser cette page d'accueil pour mettre des liens personnels. Vous pourrez la personnaliser pour éventuellement mettre des liens vers EduSchool, vers des sites intéressants de votre discipline. Voilà, c'est assez personnalisable en fait, comme une sorte de page de lien, avec des briques où il suffirait d'accéder à une page pour accéder à toutes vos adresses et vos sites internet intéressants. Voilà. Donc rentrons dans le vif du sujet avec une des applications qui s'appelle Nextcloud, partager des fichiers. Donc vous avez une capture d'écran. Je m'abaisse un petit peu. Donc Nextcloud, c'est un service de cloud classique avec tout ce qu'offre un service de cloud classique. C'est une plateforme d'hébergement et de partage de fichiers. Donc on met à votre disposition un espace de stockage personnel en ligne, sécurisé, pour diffuser et partager des documents et des ressources téléchargeables à partir d'un poste de travail ou d'un appareil mobile. Donc vous allez pouvoir y accéder après authentification avec votre compte qui permet d'accéder aux apps et vous pourrez donc utiliser ce service pour stocker, synchroniser des documents, créer des documents, des dossiers, partager, etc. Vous avez 1 gigaoctet de capacité. Donc un exemple d'utilisation, alors je fais une petite parenthèse, tous ces outils peuvent à la fois être utilisés pour travailler avec les élèves à distance, mais aussi pour travailler avec vos collègues à distance, que ce soit votre administration ou par exemple en équipe, on peut très bien faire un dossier partagé de la discipline, je ne sais pas moi, lettres ou histoire ou mathématiques, voilà, et vous envoyez des liens d'échange de fichiers. Donc le professeur, par exemple, dans une utilisation avec des élèves, peut créer 2 dossiers, un dossier dépôt des élèves, un dossier document élèves, et il met à disposition des fichiers, récupère les fichiers déposés par les élèves. Voilà. Et tout ça, c'est assez merveilleux parce que ça se fait sans authentification de la part des élèves. Donc l'idée a été de simplifier un peu l'utilisation de ce cloud au maximum. On peut partager des documents ou des dossiers et de manière assez simplifiée avec juste un lien à envoyer à ses élèves ou ses
ses collègues. Voilà. Peertube est la deuxième application qu'on vous présente. Peertube, c'est, vous l'avez deviné, hein, c'est une application une plateforme de publication de vidéos. En fait, donc, seuls les personnels de l'éducation nationale qui disposent d'une adresse courriel professionnelle peuvent publier des vidéos et des commentaires. Alors, ils permettent de déposer, d'héberger, de consulter des médias audio et vidéo. Donc, bien sûr, tout ça est RGPD. Et ce qui est intéressant encore, c'est que le professeur peut déposer, partager ou télécharger des médias, des vidéos, que les élèves pourront consulter sans authentification, en ayant juste un lien de partage donné par le professeur. Donc ça aussi, c'est très intéressant pour le travail à distance. Et je note en plus, bien sûr, vous avez en tête YouTube, Vimeo, des grandes sociétés comme ça. L'intérêt aussi de Peertube, c'est que l'élève ou le collègue peut télécharger directement la vidéo sans avoir à s'embêter avec une manipulation du navigateur ou comment tu fais toi pour télécharger une vidéo YouTube. Là non, il y a un bouton télécharger la vidéo et vous la gardez pour toujours. La vidéo, l'élève aura la vidéo du professeur ou votre collègue aura la vidéo. Donc ça c'est très 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 pratique. Etherpad, c'est la rédaction à plusieurs mains, donc comme le sous-titre l'indique, c'est un traitement de texte en fait, assez simple, en ligne, toujours tout se fait dans le navigateur, c'est extrêmement facile, et en temps réel. Donc c'est collaboratif, parce que vous allez plusieurs personnes vont pouvoir simultanément écrire un texte. Donc on peut imaginer, là vous avez l'exemple, si vous arrivez à lire, de la rédaction d'une fable en commun. Hein, donc on peut très bien inviter bien des élèves à, pareil, par la création d'un pad, on partage un lien, les élèves y accèdent via n'importe quel navigateur, et on se retrouve à pouvoir faire travailler les élèves sur un texte commun, avec la possibilité d'échanger, avec un petit chat, comme vous l'avez là, un petit chat interne, pour pouvoir soit donner des directives, soit échanger. Donc, de la rédaction commune, bien de n'importe quel texte. Donc, pédagogiquement, il y a énormément de possibilités, en sachant que chaque élève a une couleur. Donc, on verra qui a écrit telle partie du texte. Donc, au niveau de l'évaluation aussi, on peut voir quel a été l'investissement de l'élève ou d'un groupe d'élèves. Voilà. Donc, ça peut être et ça peut monter à beaucoup de participants, donc c'est vraiment très 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 intéressant, très très intéressant. Donc voilà. J'y pense pour entre collègues par exemple, on peut très bien dire voilà le pad sur le projet classe théâtre l'année prochaine. Hop, un lien diffusé à tous les collègues et terminé. Tout le monde peut écrire dessus et ajouter sa petite pierre à l'édifice. Donc c'est assez pratique, assez sympa en fait pour travailler. Donc le professeur crée le pad, invite des rédacteurs, donc ça peut être des collègues ou des élèves, et sans authentification, si on le souhaite, consulte et modifie le pad mis à disposition. Là encore, sans authentification. La brique ou l'application blog qui permet de publier des contenus sur le web. C'est un service de blog comme on en connaît un peu, donc un espace internet où on peut écrire du texte, un peu plus que le traitement de texte, puisqu'on peut inclure du contenu dynamique, des vidéos, des images, donc ça peut les utilisations pour les élèves, ça pourrait être, là vous voyez l'exemple, c'est ce que j'ai fait pour une classe de 3e quand on était dans le travail en continuité pédagogique, un seul lien et l'élève a accès au travail à faire cette semaine par exemple, avec une petite vidéo incrustée, voilà, c'est assez facile à réaliser, tout est toujours dans le navigateur, l'élève n'a pas besoin de s'authentifier et il voit apparaître comme ça, voilà, là c'était une publication d'un blog, donc c'était juste là-dessus, ça peut être très court, mais ça peut être plusieurs publications, donc voilà, vous voyez mes 3 publications que j'ai faites pour l'occasion, hein. Et pareil, un lien à partager, et vous avez comme un petit site internet en fait finalement, ça peut être par exemple, si vous faites un projet avec vos élèves, un projet de, je sais pas moi, d'imprimante 3D ou
je sais pas, de rédaction de pièces de théâtre, eh bien vous pouvez publier un peu des photos de l'avancée des travaux dans la classe, par exemple. Ça peut être très bien pour ça, en fait. Discours, c'est un forum de discussion, comme on a l'habitude de l'avoir vu sur Internet depuis de nombreuses années. Les forums, eh bien, on est authentifié, on s'inscrit avec notre adresse professionnelle, toujours, et puis on peut créer des sujets. Et alors là, c'est mon avis personnel, mais je pense que ça s'adresse plutôt au travail collaboratif entre collègues. Donc, par exemple, on partage un lien de forum de discussion qu'on intitule, allez, je reprends ma classe théâtre, et là on va pouvoir demander l'avis à tous les collègues qui vont répondre via une interface de forum, en fait, et donc à chaque fois on a la contribution qui s'ajoute en dessous les unes des autres, et on voit les avis de chacun, en fait. Voilà. Pourquoi je dis plus vers les collègues? Parce que pour discours, l'élève ne peut pas s'inscrire, ne peut pas publier, en fait. Il va y avoir que des personnels de l'éducation qui pourront publier des commentaires, en fait. Voilà. N'empêche qu'on peut très bien, voilà, comme dans l'exemple ci-dessus, Madame le maître, classe de CM1, peut très bien faire publier pour la classe, par exemple. Voilà. Mais pour moi, c'est plus utile en travail collaboratif sur un thème. Et donc, attention, les élèves peuvent visualiser, mais ne peuvent pas contribuer via les liens publics. Webconférence. Alors là, pour le coup, il n'y a pas d'hésitation. Ce n'est pas à destination des élèves. C'est un outil de vision, pour faire de la visio, donc de conférence avec partage audio et vidéo, avec vos collègues ou avec l'administration. Il suffit de lancer une réunion, de copier le lien, de le partager, de l'envoyer par n'importe quel moyen. On m'entend plus. Ah, on m'entend plus? Non. Est-ce que... Non, je vais poser la question. Est-ce que vous m'entendez? Je pose la question sur le chat aussi. Fais les tests de parole. Allô, allô? Est-ce qu'on m'entend? Si vous m'entendez, répondez dans le chat. La question est 3 plus 7. 3 plus 7. Ah, ça y est. C'est bon? C'est ton micro qui est. Dois-je repartir en arrière un petit 10. peu? 10, c'est bien. Dois-je repartir en arrière? Est-ce que vous avez manqué une partie d'explication? C'est un peu haché. Un petit peu haché? Oui. Reprends web. Discours? Hein? Webconférence? Webconférence. Ouais. Alors, je reprends webconférence. Donc là, c'est vraiment si vous voulez faire une visio entre collègues. Voilà, c'est clair. Vous copiez le lien, vous le partagez avec vos collègues. C'est haché. Et alors, ça dépend aussi chez vous, la connexion que vous avez. Si votre connexion subit des ralentissements, malheureusement, vous n'aurez peut-être pas tous les commentaires que je fais. Ou peut-être des saccades aussi sur la vidéo. Je ne sais pas. Je pense que là, pour le coup, ça dépend de votre connexion beaucoup, parce que nous, notre capacité d'envoi est quand même relativement bonne et stable. Donc là, je ne vois pas de solution à part continuer, et puis vous proposer de revoir la vidéo ou la télécharger sur YouTube quand on aura terminé le webinaire. Donc, je continue, je poursuis. Donc, webconférence pour ceux qui s'intéressent, pour faire une petite conférence visio avec ses collègues. Donc ça, c'est un exemple d'interface, mais à la place du logo, il y aura la vision, la vidéo de votre collègue ou de vos collègues. Petite parenthèse, l'outil de webconférence pour les élèves a été la classe virtuelle de ma classe à la maison. C'est l'outil à privilégier pour pouvoir communiquer, faire des classes virtuelles et des visioconférences avec ses élèves. Application qui s'appelle Kodi MD, MD comme Markdown. Là, c'est un pad avancé.
C'est-à-dire que c'est comme le pad de tout à l'heure, le traitement de texte collaboratif. On va pouvoir faire la même chose, un texte en commun avec plusieurs collaborateurs, plusieurs écrivains, plusieurs rédacteurs, sauf qu'on va pouvoir utiliser une syntaxe particulière qui est le Markdown, qui est proche du HTML et qui produit des documents très très beaux et prêts pour le web. Voilà, donc ça je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Moi j'adore, mais il faut quand même mettre le nez dedans, c'est particulier. Je vous invite à regarder si vous êtes intéressé sur les documents qu'on a mis en ligne sur le site de la DAN. Une brique encore, c'est Ma classe à la maison, hein, qui est ni plus ni moins qu'un lien externe vers la plateforme du CNED, hein, Ma classe à la maison, donc vous pouvez avoir, là je ne vais pas décrire, simplement vous avez des informations sur le site de la DAN, hein, dans la rubrique continuité pédagogique. Et puis la rubrique Mon compte. Alors, ouais, si vous pouvez couper le micro, je ne sais pas si c'est Sabine, si c'est quelqu'un d'autre, essayez de couper le micro, on vous entend. Voilà. Et puis une brique classique, hein, c'est celle de Mon compte, dans laquelle vous gérez vos informations de connexion. Vous pouvez changer votre mot de passe, voilà, des choses comme ça. Rien d'extraordinaire. Donc voilà. Quelques précautions pour terminer. Donc pour tous ces services, c'est à double tranchant. C'est vrai que vous avez en un lien et sans authentification de la part des élèves, vous avez la possibilité de donner rapidement des fichiers, des vidéos, des documents. Mais attention, votre responsabilité est engagée parce que n'importe qui possédant le lien pourrait visualiser le contenu. Donc faites attention simplement, hein, quand vous partagez un lien en mode public, de bien faire attention à ce que vous partagez à vos élèves. Voilà, donc vous retrouverez, j'espère que la vue d'ensemble vous a plu, que ça vous a donné des questions, des interrogations. Si vous voulez rentrer plus dans le détail de chaque application, je vous invite à aller voir les tutoriels PDF et les vidéos de prise en main sur le site de la DAN, dont vous avez l'adresse ici. Et mes camarades me rejoignent pour éventuellement répondre aux questions que vous avez mises sur le chat. Merci Thomas. Alors. On va reprendre les questions. Vous nous entendez? Alors, je sais pas, il y a eu des problèmes de son chez certains. Assurez-vous bien d'avoir coupé les micros parce que je pense que ça a aussi créé des problèmes. Alors peut-être avant de rentrer dans les questions, je sais pas si vous avez bien compris, il s'agit de 9 applications mises à disposition par la division du numérique éducatif qui se trouvent sous un même portail appseducation.fr, dont vous avez l'adresse sur la première vidéo. Hein. Alors certains se sont peut-être déjà inscrits à des applications ou à d'autres et ont donc, sans connaître le portail global, utiliser des identifiants différents. Bon, il y a possibilité d'avoir un identifiant unique à partir du portail Apps pour toutes ces applications. Voilà, donc ça vous pouvez toujours le modifier par la suite. Alors, on va reprendre les questions que vous avez posées durant la présentation. Pendant cette présentation, j'étais avec Rafik et on a relevé les questions, on a essayé de les rassembler par type d'application. Alors, première question qui a été posée par David Prévost, qui a eu un problème de son et que je crois qui nous a quittés en cours. Pourquoi ne pas utiliser une solution de visioconférence hébergée localement? Alors, effectivement, c'est une très bonne question. Nous l'avons fait. L'outil Jitsi qui porte le nom visio.acpolynésie.pf a été développé localement et déposé localement sur un serveur du vice-rectorat. Il a été utilisé dans un premier temps pour les personnels du vice-rectorat, mais il est à disposition de tous les personnels enseignants de l'académie. Alors, nous ne l'avons pas utilisé aujourd'hui parce qu'il est beaucoup plus sommaire. En particulier, il ne permet que la discussion, c'est-à-dire il ne permet que l'audio, la vidéo et le chat.
Il n'y a pas possibilité de partager un écran comme nous le faisons ici. Il n'y a pas la possibilité d'effectuer une présentation d'un outil ou de différents documents comme on peut le faire avec les élèves. Il a vraiment été mis en place pour permettre aux équipes pédagogiques de se réunir, d'organiser des conseils de classe, etc. Voilà. Donc, mais voilà. Pour nous, c'est un peu un ballon d'essai. J'espère que vous allez être indulgents sur les petites erreurs et techniques que nous commettons aujourd'hui. En tout cas, personnellement, j'espère que ce type de formation et de discussion avec les collègues de toute l'académie vont pouvoir se développer dès l'année prochaine et qu'on va pouvoir organiser des webinaires de ce type-là sur des thématiques bien précises au cours de l'année scolaire. Et pour cela, il faudra bien entendu que nous ayons un outil sûr, efficace, sur lequel on peut compter. Là, il n'y a pas de miracle. Les bons outils sont des outils payants parce que ce sont des outils professionnels qui sont utilisés depuis plusieurs années dans les entreprises et il faudra bien qu'on s'y mette également. Alors là, nous sommes en train d'essayer et j'espère qu'à la rentrée, nous aurons l'outil efficace. Rafik, question suivante. Alors la question suivante, c'est est-ce que c'était donc à propos de Nextcloud, hein, est-ce que c'est ouvert à tous les enseignants? Alors, tous les outils qu'on vous a présentés sont hébergés sur un serveur qui est disponible pour les personnels enseignants de l'outre-mer. On appelle outre-mer les enseignants de la Réunion, de la Nouvelle-Calédonie, de Wallis-et-Futuna et de la Polynésie française. Et des Antilles. Donc, la réponse est oui, puisque pour ouvrir un compte sur l'une de ces applications, il est indispensable d'avoir une adresse professionnelle du type AC, l'une de ces académies.fr ou .pf, ou .nc, ou .wf. Je les ai toutes données. Question suivante. Alors voilà, toujours sur Nextcloud. Alors Nextcloud est limité à 1 giga. Oui. C'est pas beaucoup, mais pour l'instant, c'est peut-être suffisant pour certains. C'est évidemment beaucoup pour ceux qui ne l'ont pas utilisé du tout. C'est un outil de partage provisoire. C'est pas un outil de stockage. C'est un outil qui permet de diffuser des devoirs aux élèves, des travaux, et surtout de les récupérer. Nous devrions avoir la possibilité de jouer sur un curseur et d'augmenter cette taille à certains gros utilisateurs. C'est en cours et c'est encore en expérimental. Cela dit, 1 giga pour chaque enseignant de tout l'outre-mer, dans toutes les académies que j'ai citées précédemment, ça représente quand même un gros serveur. Et puis aussi, l'usage de Nextcloud est aussi fait pour que les dépôts ne soient pas permanents. C'est pas du stockage, c'est vraiment du dépôt. On prend ce qu'on a besoin, après on redépose, on supprime quand on a fini. C'est vraiment pour faire du cours, quoi, pour échanger avec les élèves. C'est pas pour stocker sur le long terme, quoi. Non, une fois que vous avez donné vos travaux, vous les effacez. Une fois que que les élèves ont remis leurs travaux également, vous les téléchargez et puis vous nettoyez les dossiers. De toute façon, je vous conseille de le faire puisque lorsque le portail sera généralisé, il y aura vraisemblablement un nettoyage complet de tous ces clouds. Deuxième question, est-ce le lien de partage permet à d'autres d'accéder au dossier? Alors, je ne comprends pas trop, mais alors en fait, il y a plusieurs types de partage. Lorsque vous créez un dossier partagé, il y a plusieurs options, hein, lorsque vous faites un clic droit sur le dossier. Le principe, c'est donc le dossier off dans lequel vous mettez vos travaux et les élèves peuvent télécharger, récupérer ces travaux, et le dossier élève dans lequel les élèves vont déposer leurs travaux, mais l'élève ne pourra pas voir ce que ses camarades ont déposé. Ça sera un espace de dépôt. Je ne sais pas si je réponds entièrement à la question. Et ça répond à la dernière question qui est arrivée sur le chat, hein, de madame ou monsieur, je ne sais plus, le chat, qui est est-ce qu'un élève a accès aux documents déposés par les autres élèves? Bien sûr. Donc, que non. La réponse, c'est non. Voilà. Bien sûr que non. Hein, voilà.
Les élèves ne vont pas voir les travaux ça c'est au professeur de voir après comment il diffuse les travaux de ses élèves. Les vidéos peuvent provenir de YouTube. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, il y a plusieurs questions là-dedans, et je vais répondre à la première et à la dernière. Alors, effectivement, lorsque nous avons mis en place des formations, et je pense notamment à SNT, on a constaté que YouTube était bloqué par beaucoup d'administrateurs réseau dans les établissements. Voilà, ce qui est bien dommage, puisque c'est un outil sur lequel il y a de tout, évidemment, mais il y a de bonnes choses qui peuvent intéresser nos élèves. Alors, il ne faut pas couper ce type d'outils, surtout si on veut développer le travail collaboratif, d'échange, de vidéos, etc. Il faut que les outils de lecture soient ouverts et disponibles à tout le monde. Alors, bien sûr, on peut copier des vidéos dans Peertube. Alors, c'est pas très efficace parce que ça va vous occuper une partie de votre espace disponible. Par contre, vous pouvez y mettre des liens vers une vidéo YouTube. Alors, si c'est bloqué, évidemment, la vidéo de YouTube sera bloquée. Ça, je pense que c'est une discussion qu'il faut avoir avec le chef d'établissement et le référent réseau de l'établissement pour que les élèves, tout le monde ait accès aux outils modernes. J'ai répondu à tout? Je vois, il y a une autre question qui s'est rajoutée là à ce propos-là. À Gaïata, nous sommes à 8 mégasecondes, à 8 mégabits, cela consomme toute la bande passante pour YouTube. Oui, effectivement, donc c'est de la gestion. Tout le monde et YouTube en même temps dans l'établissement. C'est sûr. D'accord. Je sais pas si on a répondu. Hein. La limite de taille des vidéos Peertube. Il me semble que vous êtes limité à 5 gigas. Alors, ces vidéos, avant de les déposer, utilisez un outil de compression. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une qualité maximale pour diffuser des vidéos à vos élèves. 480 ou 720, c'est bon. Ouais. Les blogs. Les blogs. Qu'est-ce qui répond aux blogs? Oui, alors il y a deux questions, parce qu'il y en a une qui a été rajoutée, il faudra la mettre à jour, mais bon, c'est pas. Il y avait donc la première question, est-ce qu'il est possible de faire plusieurs blogs différents? Bien évidemment, puisque chaque blog, c'est une page, c'est un mini-site web, donc on peut mettre on peut faire autant de blogs que l'on veut. Ça, par contre, il n'y a pas de taille, c'est bon, parce que ça prend pas beaucoup de place, il n'y a vraiment pas de souci là-dessus. La différence entre le blog et le pad avancé, le blog, c'est vraiment, comme je viens de dire, un mini-site. Alors que le pad, c'est un document qui peut être collaboratif, c'est une seule page. Alors que le blog, on peut mettre des liens entre différentes pages, etc. Alors que le pad avancé, c'est vraiment pour faire un document d'un seul tenant dans lequel on peut mettre, c'est un document multimédia, mais c'est qui est en ligne, qui est collaboratif, mais c'est pas un site web. Voilà. Et le pad avancé, code IMD, c'est l'aspect collaboratif qui diffère du blog. On peut écrire à plusieurs sur une même page. Le blog, il est quand même sous la responsabilité de l'enseignant qui le crée, en fait. Et puis peut-être les outils aussi d'écriture, etc. Dans le blog, c'est comment on va dire, c'est des outils d'édition classiques avec du WYSIWYG, avec des petits boutons comme on a dans un éditeur Word, etc. Alors que le pad avancé, c'est plus des commandes Markdown et plus. Donc c'est un petit peu différent. Voilà. Plus compliqué le code IMD parce que c'est presque de la programmation en ligne simplifiée. Question suivante. Alors, il faudrait mettre à jour. Alors, la question, c'est ici. Les adresses des 3 prochains webinaires sont-elles déjà diffusées? Donc non, elles ne sont pas encore diffusées. Et heureusement que nous ne les avons pas diffusées, parce que je pense que l'outil que nous avions utilisé, qui était prévu pour aujourd'hui, à savoir BlickBoobutton, nous a lâché à midi. Alors je pense que ça, c'est le gros inconvénient de travailler lorsque la métropole... non, plutôt le mettre d'or et inversement. Malheureusement,
l'assistance et la maintenance et les modifications et les travaux sur les outils nationaux sont effectués pour nous de jour. Voilà. Alors, ils le seront dès ce soir, au plus tard demain dans la journée. Alors, puisque c'est presque la dernière question, ça me permet de quasiment conclure. Hein. Donc, pour ceux qui nous ont rejoints en cours, les liens seront donc mis en place très rapidement. Je pense que nous allons choisir l'outil que nous avons utilisé aujourd'hui parce que d'une part, l'enregistrement, on attend de voir ce que ça donne, hein, mais en tout cas, l'enregistrement peut se faire de façon beaucoup plus facile. Le webinaire de mercredi prochain portera sur le cadre de référence numérique et le portail PIX. Le webinaire du 10 juin portera sur PIX, mais PIX Orga, c'est-à-dire le portail de PIX au sein des établissements, comment importer les élèves à partir de la base siècle, comment créer des campagnes de formation et comment allons aller jusqu'à la certification qui, je vous le rappelle, est obligatoire à partir de 21. Voilà, malgré tous les retards que nous avons pris ces 2 derniers mois. Le dernier webinaire, qui est annoncé au 17 juin, quasiment le dernier mercredi de l'année scolaire, portera sur Moodle, création de parcours, de cours, création de comptes, etc. Et je rappelle que tous ces webinaires seront en principe filmés, enregistrés. Alors, je pense qu'on les mettra même à disposition sous 2 formes, la partie vidéo, mais le diaporama qui est présenté avec ces questions et les réponses que nous allons rédiger en cours de semaine seront également disponibles sur le site de la DAN. Voilà. Alors, on n'a vraiment pas eu de chance pour ce premier webinaire. D'abord, lorsqu'on a lancé le formulaire, notre site est tombé en panne. Voilà. Et donc, des collègues n'ont pas trouvé le lien pour s'inscrire. On est vraiment désolé parce que ça correspondait vraiment au moment où on a transformé les sites pédagogiques du vice-rectorat de HTTP en HTTPS et cette transformation a créé un certain nombre de dysfonctionnements. C'est réparé, mais ça a été réparé durant le week-end et vous savez comment c'est quand on va... Comme moi, en tout cas, souvent, lorsque je vais sur un site et que ça ne marche pas, je n'y retourne pas toujours le lendemain. C'est dire la motivation de nos camarades. Oui, c'est pour Oui, ça il qu'on faut les remercie féliciter, beaucoup. on les remercie. Oui. Et puis, alors là, la catastrophe qui nous est arrivée aujourd'hui, nous avons réservé une salle, nous sommes allés 1 heure à l'avance pour installer tout le matériel, et bing, l'application de visioconférence est en maintenance. Voilà, donc nous avons dû vous prévenir de façon urgente par mail pour essayer de rattraper le coup. Je suis pas sûr qu'on l'ait totalement rattrapé, puisqu'il y avait 34 inscrits, et apparemment, vous étiez à 25. Attends, Tony Taea qui Oui. nous pose une question. Oui. Rafik, merci de ne pas oublier ma question, mais je ne vois pas la question. Ah. Tony, est-ce que tu peux reposer Oui, ta question? Tony, est-ce que tu peux reposer ta question sur le chat? Et pendant ce temps-là, on répond à une autre question. Tu l'as écrite? Non, elle est sur le chat. Ouais, elle est sur le chat. Sur le chat. Sur Mais le chat. il y a une autre question à laquelle on peut répondre, c'est Johan Lepers qui demande si les formations fixes sont reportées ou annulées à cause de la formation webinaire. Alors, je pense que tu parles de la formation du 24 mars qui concernait tous les référents PIX. Oui, alors la date n'est pas encore fixée, mais il faudra, compte tenu de l'actualité et compte tenu de l'urgence, la programmer le plus rapidement possible. Alors, qu'est-ce que j'appelle le plus rapidement possible? J'espère que tout pourra être mis en œuvre pour la programmer première semaine de septembre. Alors, comme beaucoup de formations n'ont pas pu être menées à bout durant cette année scolaire, le budget de l'année consacré à la formation continue durant l'année 2020-21 sera abondé de tout ce qui n'a pas été dépensé, et donc je prévois même 2 journées consacrées à PIX. Une journée en septembre et vraisemblablement une deuxième journée en février-mars avant les premières certifications. Alors l'autre question donc de Tony, ça portait sur la pérennité des outils.
Et que on n'a pas envie finalement, si je comprends bien, de s'investir si on conçoit si on se dit que c'est éphémère. Je comprends tout à fait cette question. J'ai fait remonter cette crainte également au ministère de l'Éducation nationale. Je n'ai évidemment pas obtenu de réponse, mais j'ai quand même senti, je ne sais pas si vous l'avez entendu aussi, le ministre de l'Éducation nationale qui parlait des outils numériques de façon un peu plus positive qu'il avait l'habitude de le faire il y a 2-3 ans lorsqu'il a pris ses fonctions. Donc on peut espérer, et très sincèrement, les 2 mois que nous venons de vivre ont quand même été un déclencheur pour développer ces outils et notamment développer l'aspect collaboratif et d'enseignement à distance. Donc, ça serait vraiment très très malvenu de ne plus les mettre à disposition. Alors, ils ne le seront peut-être pas tous les 9 dès la rentrée, mais petit à petit, le ministère a quand même dit qu'il allait développer cette plateforme de façon pérenne. Après, si je peux rajouter quelque chose, les outils qui vous sont présentés là, si vous apprenez à les prendre en main, ce sont des outils pérennes, eux. Après, le fait que vous perdiez vos documents qui étaient dans votre Nextcloud, par exemple, ça ne veut pas dire que vous n'ayez pas appris à vous servir de Nextcloud, qui lui continuera et qui est un très bon outil, ou Peertube, ou j'ai envie de dire Etherpad. Etherpad, ça fait des années que ça existe, ça arrive à un point de maturité, c'est un outil qui est très très bon à maîtriser, que ce soit maintenant ou avant ou plus tard en fait, que ce soit hébergé dans le site de l'éducation ou sur Framasoft, et ben c'est simplement vous avez appris à utiliser un outil. Tout à fait. Et voilà. Tout à fait. Alors certains de ces outils, notamment les outils de visioconférence, c'est ce que j'avais dit en introduction, sont des outils qui sont payants parce que ce sont les outils professionnels essentiellement utilisés en entreprise. Je ne sais pas s'ils seront à disposition dès l'année prochaine. Je pense notamment à l'outil que vous avez utilisé avec vos élèves, qui est ma classe à la maison, qui est un outil qui a été développé. Enfin, il n'a pas été développé, il existait, mais il a vraiment été mis sur un grand nombre de serveurs pour pouvoir être utilisé par des millions d'élèves simultanément. Alors, justement, pour poursuivre ça sur la gratuité, on a une question. Est-ce que CNED à la maison, qui marche très bien, restera-t-il gratuit par la suite ou un abonnement par établissement sera-t-il nécessaire? Bon, c'est l'outil dont je parlais là, l'outil de visioconférence. Ce sont des outils dont la maintenance et l'utilisation reviennent relativement cher. Je ne peux pas encore répondre à cette question, mais on ne peut qu'espérer qu'il le soit plus facile d'utilisation pour les professeurs dans les prochaines années. Alors, réponse rapide pour les oui. 2 ou 3 autres questions là. Si toute la Polynésie utilise ces apps, y aura-t-il pas un goulot d'étranglement vers le serveur? En principe, il n'y a pas de raison. Pour le moment non, mais bon, voilà. Oui. Maintenant, si ces outils deviennent pérennes, je pense qu'à l'avenir aussi, nous allons héberger ces outils sur des serveurs locaux, ce qui permettra quand même d'avoir une meilleure connexion. Alors là, peut-être 2 questions, je vais regrouper. Une question autour de Pix. Y a-t-il déjà des tutos en ligne sur Pix pour se familiariser? Oui, je pense que oui, sur le site de la DAN. Bon, vous allez sur le site de la DAN, il y a une rubrique, alors je ne sais plus, elle doit s'appeler Pix et CRCN, ou CRCN et Pix, ou l'un des deux, ou les deux à la fois. Nous y avons déposé un certain nombre de tutos, et on vous donnera les ressources, les ressources nécessaires lors du prochain webinaire. Après, une question peut-être qui porte sur l'ensemble des apps. Il y a 2 questions, je les regroupe. Est-ce que les applications ne vont pas accentuer la fracture numérique entre les élèves? Et ces apps ne sont-elles pas redondantes avec les outils de Moodle? Là, c'est une question plus générale, plus large. Je peux déjà répondre pour la partie Moodle. En fait, non, c'est pas du tout redondant avec les outils Moodle, puisque Moodle, on le verra dans le webinaire, mais donc Moodle est une plateforme véritablement d'enseignement, donc c'est une plateforme complète qui propose de faire des parcours, etc. Alors que ces applications sont des applications de communication, d'échange, etc. Donc c'est pas des applications pour faire des leçons, pour faire un suivi d'élèves, pour le noter, pour l'évaluer, etc. Donc ça n'est pas redondant avec Moodle. Je laisse Eric répondre pour la première question, pour la fracture numérique. Pour la fracture numérique, accentuer ça.
oui. Bon, on l'a constaté même au niveau national, hein, que effectivement cette fracture s'est accentuée durant ces 2 derniers mois. C'est indéniable, on ne peut pas le cacher. Pour reprendre aussi un peu les propos de Rafik à l'instant, pour votre information, je vous signale qu'au mois d'avril, il y a eu 2 millions de pages Moodle sur la Polynésie. Nous avons également un schéma qui nous permet de voir l'évolution des utilisateurs et des cours en ligne sur Moodle. La progression est phénoménale durant ces 2 derniers mois. La question précédente parlait de boulot en Polynésie. Oui, il est indéniable qu'à un moment donné, nos serveurs ne seront pas suffisants, parce que tout est hébergé là au vice-rectorat, et j'espère que comme pour l'utilisation de ces outils, que cela va faire prendre conscience aux dirigeants d'investir davantage encore dans les outils, dans les serveurs, pour que ces outils soient à disponibilité de l'ensemble des enseignants et de tous les élèves. Et je pense là tout particulièrement aux élèves des îles, pour lesquels nous devrions aussi... alors, les élèves et les professeurs pour qui la formation continue est relativement complexe. Voilà. Il est 15 heures, on a pratiquement fait l'heure. Je pense que le format d'1 heure est un bon format. La semaine prochaine risque d'être peut-être un tout petit peu plus long, parce qu'il est plus technique et puis on est vraiment presque dans l'urgence. Je rappelle que cette année 2019-2020 était une année expérimentale et préparatoire au cadre de référence, dans le sens où il fallait que les élèves soient positionnés sur ces différentes compétences pour attaquer l'année prochaine, c'est-à-dire septembre 2020, les futures certifications. Et le stade de préparation et de positionnement n'est pas encore fait dans la majorité des établissements. Donc voilà, la formation de la semaine prochaine est importante. Mais je rassure les collègues qui ont posé la question sur la formation PIX, elle aura bien lieu et le plus tôt possible dans l'année. Voilà, écoutez, je vous remercie tous, je remercie les collègues qui sont investis, qui ont travaillé sur la préparation de ce webinaire. On s'excuse encore des imperfections, mais si c'est convaincant, voilà, c'est avec plaisir qu'on vous retrouvera la semaine prochaine. Bien, bonne continuation, bonne fin d'après-midi à tous.